Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour le dernier rendez-vous de la semaine de notre émission Talk Talk. Ce matin, nous sommes au numéro 112 grâce à vous, grâce à votre fidélité. Ce matin, nous recevons en studio, comme d'habitude, deux confrères. Le premier pour nom, Didier Assogba, il est le directeur du site d'information TogoBreakingNews.info. Bonjour Didier. Bonjour Junior, bonjour aux auditeurs de City FM et aux téléspectateurs de LCF. Ça, c'est très bien ça. Notre second invité ce matin, comme pour nom, Edmond Almeida. Il a plusieurs casquettes. Il dirige le journal Tendance. Il est aussi le directeur du nouveau journal, le Grand Mag Afrique. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour Didier, bonjour à tous. Tout à l'heure, dans la seconde partie, nous serons rejoints ici par un autre journaliste, mais il a une autre casquette ce matin. Il est le directeur de la communication de la FTF. J'ai nommé Augustin Amégan. Il viendra nous parler de la liste des 25 éperviers désignés par Col Droit pour participer au stage du Sénégal dans le cadre des préparatifs de la CAN Gabon 2017. Avant tout, voici la une des journaux. Nous démarrons la une des journaux de ce vendredi 23 décembre par le journal La Symphonie. La Symphonie qui titre à sa une en ce jour: Togo, séparation des pouvoirs, mythe ou réalité. Litige foncier, adaptant l'exécutif tacle le judiciaire et suspend l'exécution d'une décision de la Cour suprême. Fois donc de d'apports victimes d'un accident de route. Régime d'assurance, qu'en est-il des clubs D1 et D2? Avec nous ce matin le journal Togo Nigban. Le journal titre interview Maître Mohamed Chassouna Traoré, président national du MCD. J'ai espoir que les choses vont évoluer, que les gens le veulent ou pas. L'alternance interviendra un jour à coup sûr au Togo. Journée internationale de lutte contre la corruption, l'ONG ANCE. Togo somme le gouvernement à accélérer le processus des réformes enclenchées. Togo matin dans les kiosques. Participation du Togo à la CAN 2013, faisons les comptes. Personnalité de l'année 2016, il y a 8 personnalités qui sont la une, qui sont proposées par et Togo matin, dossier Noël, ferveur, origine et sans sport. Élection Okno Théophile Loko, le porte-drapeau idéal de l'olympisme national. Éditorial, bonne fête, bonne année 2017. Liberté qui vous souhaite joyeux Noël. Le dernier journal, le dernier numéro sorti hier, est toujours disponible dans les kiosques. CSTT, verdict de la justice dans la crise. La cour d'appel déboute Sébastien Ayiko Tevi et déclare son congrès nul et de nul effet. Compte de la CAN 2013, route Ayassor Nyafam Seko, Fort Nyasingbe ou la promotion de l'impunité économique. Et enfin avec nous ce matin, flambeau des démocrates de confrère Loïc Lasson, le journal titre à sa une: supervision sécurité aérienne, le Togo sur le toit de l'Afrique. Énergie, électrification du canton d'Ababo, préfecture de Zion. La cérémonie de réception des ouvrages a eu lieu hier. Grève des enseignants et sortie médiatique musclée du gouvernement. La SCT mécontente et menaçante. Eh bien, c'est tout pour ce matin. Le jingle et on commence la première partie de l'émission. Alors nous retrouvons les confrères Didier Assogba, TogoBreakingNews.info. Bonjour. Bonjour Junior. Rebonjour également Edmond Almeida du journal Tendance et aussi du Grand Mag Afrique. Alors on va démarrer par le sujet de l'heure. Le sujet contraire depuis 2 semaines et chaque semaine, c'est toujours la grève des enseignants avec cette fois-ci le gouvernement qui se montre ferme. On a suivi le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahara, qui a fait preuve de fermeté qui est catégorique. Le gouvernement togolais va ouvrir un nouveau dialogue avec les 4 syndicats grévistes. Mieux encore, le ministre Bahara dit que parmi les 4 syndicats, 2 sont illégaux et que le conseil qu'il a donné à ces candidats, ces syndicats, c'est de se regrouper à une fédération pour venir à la table du CPC. Je l'ai dit la dernière fois que j'étais dans cette émission, j'avais dit que je ne comprenais pas la position du gouvernement. Mais d'abord, pour commencer avec les associations, le ministre de la fonction publique n'a pas jugé de la légalité, de la légitimité d'une association. C'est-à-dire que dès qu'on connaît le régime, la loi qui régit les associations au Togo. Ici, nous sommes en termes de syndicats. Voilà, la loi 1901, dès qu'une association a déposé ses statuts et autres est enregistrée, peut commencer à fonctionner. C'est la même chose pour les syndicats aussi, qui continuent à fonctionner en attendant de régulariser leur situation. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. J'ai réécouté le ministre hier sur Victoire
FM sur une radio de la place. Il n'a plus évoqué ce sujet, il n'a plus parlé de groupe d'individus. Ça veut dire qu'il a relativisé un peu en parlant des associations. Mais le fond de la question, c'est la fermeté du gouvernement et la crise qui perdure. Est-ce que la fermeté résout le problème qu'il y a aujourd'hui? Je ne crois pas du tout. Comme tout le monde conseille au gouvernement aujourd'hui, comme beaucoup le suggèrent, il faut que le gouvernement togolais prenne de la hauteur et discute sincèrement avec ces associations, parce que là on a perdu 3 mois, un premier trimestre qui a été émaillé de cafouillage total. Les enfants n'ont pas eu à composer cette semaine avant. Certains ont composé, certains ont composé, oui, mais pas dans toutes les matières. Certains n'ont pas du tout composé. Et on va, aujourd'hui c'est le début des congés, des fêtes de fin d'année, et il faut sauver l'année scolaire. Et le gouvernement a quelques jours avant la rentrée du 3 janvier pour régler ce problème. Si le gouvernement a envie de régler, le gouvernement va régler. Mais la condition que pose le ministre aujourd'hui, pour que les associations se fédèrent aujourd'hui, c'est pas une question d'obligation pour qu'elles se fédèrent. Il faut que l'autorité prenne la mesure de la situation. Le problème est là, résoudre le problème plutôt que de poser d'autres problèmes. Alors, Edmond Dalabeda, c'était confrère parce que le gouvernement fait usage du rafistolage pour régler le problème. Au lieu de régler, il faut pour le problème. Et on essaie de combattre les règles d'une manière ou d'une autre. Et le problème subsiste. Que faire? Oui, Junior, il faut dire que le problème de grève dans l'enseignement n'est pas un problème dont le Togo a le seul monopole. Lorsqu'on lève la tête un peu dans la sous-région ouest africaine, au Mali par exemple, c'est aussi tendu. Il faut dire que la crise dans l'enseignement n'est pas une crise née il y a 2 semaines. C'est une crise quand même qui est là depuis un moment et qui traîne, qu'on peine à résoudre, qui revient. Avant peut-être de revenir à ta question, Junior, j'aimerais rebondir sur un élément important que vient de m'annoncer mon frère Didier, disant que le ministre Bara n'a pas qualité au juger de la légalité. Non, je n'ai pas dit qualité, il n'a pas à s'occuper de ça. C'est ce que je dis. Il y a le ministre de l'administration territoriale pour ça. Oui, mais bon, il ne faut pas oublier que Joseph Bara a passé plusieurs années à la tête de ce ministère de l'administration territoriale, comme on l'a dit, et surtout qu'il fait partie d'un gouvernement. Donc, effectivement, le débat n'est pas là. Je pense qu'il faut quand même analyser pourquoi, les raisons de cette fermeté vis-à-vis des regroupements qui appellent à la grève. Je pense que nous sommes d'abord dans un état de droit. Et si on permet à n'importe quel individu de lancer une grève ou de lancer un mouvement très suivi, comme un mouvement social très suivi et qui dégénère, comme on l'a vu ici et là, il y a peut-être anarchie. Moi, je pense que si le ministre Bara soulève la question de la légalité de ces mouvements, il faut quand même que, je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour que ces mouvements quand même se légalisent. Il faut quand même que ces mouvements puissent aussi respecter la loi, aller donc faire des formalités. Mais est-ce que c'est parce que ces mouvements sont illégaux qu'il faut laisser traîner, il ne faut pas discuter avec eux? Ceci étant, à partir du moment où ces personnes arrivent quand même à faire suivre un mot d'ordre un peu partout au Togo, c'est qu'ils ont une légitimité de fait pour discuter justement avec le gouvernement et trouver des solutions à ces problèmes dans l'enseignement. Ceci étant, il faut quand même dire que selon ce que nous avons comme information, vous les avez aussi, le gouvernement n'est pas resté sans discuter parce que la grève elle est là depuis un moment, les discussions se poursuivent. Peut-être pas avec les concernés, disons les bons interlocuteurs, mais toujours est-il que les discussions se poursuivent. Et peut-être, je pense qu'il faut aussi toucher le point de communication dans cette histoire-là. Parce que ici et là, on entend les médias dire, sur les médias, des confrères dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas vrai, il y a bel et bien un dialogue, mais il faut justement que les ministres concernés, et même, parce qu'aujourd'hui on a comme l'impression que ceux qui communiquent plus, ce sont les associations, les syndicats qui appellent à la grève. Donc il faut en fait que du côté du gouvernement, on puisse en fait nous dire pourquoi on ne peut pas satisfaire à telle ou telle exigence de ces regroupements et pourquoi est-ce qu'on peine à signer l'accord. Parce qu'ils ont forcément des motifs. Mais il faut quand même qu'on puisse nous dire pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accéder aux revendications de ces regroupements. À partir du moment où on ne dit rien, on
on laisse libre quand même à l'imagination des journalistes qui vont quand même se laisser à cœur joie pour tirer proprement sur le gouvernement. On a vu les autres centrales syndicales sont préoccupées par la situation qui prévaut dans notre pays, dans l'éducation, et donc la STT par exemple demande au gouvernement d'ouvrir rapidement un dialogue avec les syndicats concernés, ce que le gouvernement, la réponse on la connaît puisque le ministre Bavara dit pas question. Il faut que ces syndicats se fédèrent pour venir prendre part donc au cadre CPC. Alors, que va-t-il se passer à la rentrée? Parce que là, nous sommes, à la limite, c'est comme si on est au point mort, et de deux côtés, tout le monde est braqué. Que faut-il faire? Est-ce qu'il va falloir que les centrales syndicales entament un dialogue entre les syndicats grévistes et le gouvernement pour qu'on trouve un terrain rapidement? Vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation pareille à celle dans laquelle on s'était retrouvé en janvier 2013. Avec notamment le mouvement, la STT, la Synergie des travailleurs du Togo, qui reprochait notamment aux centrales, enfin le mouvement, les associations qui se sont retirées, reprochaient aux centrales syndicales de n'avoir pas porté la voix de la base lorsqu'il s'était agi de voter le statut général de la fonction publique et qui devrait être annexé avec la grille indiciaire, notamment sur l'augmentation du salaire, le déplafonnement, tout ça. Et c'était comme ça que la STT avait été créée et avait démarré à la Bourse du Travail. Et souvenez-vous de la façon dont la STT avait été traitée. Il est un mouvement illégal qui n'avait pas de légitimité, mais après, on a vu tout ce que la STT avait fait dans ce pays. Et comment est-ce qu'il y a eu même mort d'élèves dans cette histoire? Est-ce que c'est à ça qu'on veut arriver encore? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement ne peut pas prendre de la hauteur pour faire table rase de certaines choses et appeler les responsables, discuter avec eux? Parce que souvenez-vous, les associations qui réclament aujourd'hui à discuter avec le gouvernement sur leur plateforme revendicative reprochent notamment aux centrales et aux fédérations d'associations qui sont à la table de discussion avec le gouvernement dans le CPC, dans le cadre permanent de concertation, de ne pas tenir devant le gouvernement et de faire aboutir ce que demandent les enseignants, notamment le statut particulier des enseignants du Togo. Les enseignants, ils sont plus de 30 000 dans la fonction publique et ils demandent un statut particulier. Le statut particulier aurait pu être adopté avant décembre 2013, si je me souviens, avec le ministre Florent Maganawe, mais on est en décembre 2016 aujourd'hui, 2 ans après. Toujours pas de statut particulier et les mêmes problèmes posés en 2013 sont aujourd'hui sur le tapis. 3 ans, même voilà, 3 ans après. 3 ans après, voilà. Et voilà là où on en est aujourd'hui. Moi, c'est ce que je dis. Le gouvernement a la clé de résoudre la crise. Alors, parce que le gouvernement fait du dilatoire? Non, je ne veux pas dire que le gouvernement fait du dilatoire. Je fais confiance au gouvernement. Je sais que le gouvernement peut résoudre la crise s'il le veut. Et le gouvernement a la clé pour résoudre la crise aujourd'hui. Edmond, est-ce que le gouvernement togolais n'a pas la bonne volonté de régler cette crise? Attention. Vous voyez, je pense que nous sommes en train de nous fourvoyer sur notre rôle de journaliste dans cette histoire-là. Parce qu'à partir du moment où il y a deux protagonistes dans une crise, et que nous, lorsque nous prenons la parole, nous sommes toujours en train de victimiser en fait une partie, de faire d'une partie l'oppresseur, je pense qu'il y a un problème. Dans cette crise, les deux parties doivent faire des concessions. Le gouvernement doit faire des concessions, ça c'est clair, et les centrales qui aussi appellent à la grève. Pas les centrales, c'est des syndicats. Les syndicats, d'accord. Mais avant qu'il y ait concession, Edmond, il va falloir qu'il y ait table de discussion, qu'il y ait dialogue. Aujourd'hui, le dialogue, le gouvernement refuse le dialogue, il dit qu'il faut que les syndicats en question se réunissent en fédération. Junior, je reviens encore sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il y a eu des discussions. Je pense tout à l'heure, Didier a dit qu'il y a 2 syndicats, surtout qui causent problème. Oui. Ça veut dire qu'avec les 2 autres, il y a eu quand même des discussions. Non, il n'y en a pas. Enfin, au début, le ministre les a reçus une fois, et depuis lors, personne. Il y a eu une tentative de discussion le 8 décembre en tout cas, qui n'a pas abouti aussi. Les revendications sont connues par les autorités. Oui. Donc, j'estime que nous, dans notre rôle aujourd'hui, il s'agit d'appeler les 2 parties, d'appeler le gouvernement à recevoir ces personnes. À la limite, discuter avec les 2 qui sont reconnus. Voilà, absolument. Et appeler les autres parties à avoir en tête que cette grève ne pénalise pas forcément les enfants des membres du gouvernement, plus que les enfants de nous autres, journalistes, je ne sais pas, etc. Le citoyen lambda. Voilà, donc en fait, vous l'avez dit, que tout à l'heure, je crois que c'est une erreur, que les mêmes problèmes qu'il y avait eu en 2013 reviennent aujourd'hui, un peu plus de 3 ans après.
attention, il ne faut pas dire qu'en 2013 et 2016, il n'y a pas eu des mesures. Il y a eu des mesures, mais attention, dans tous les pays du monde, les enseignants, les médecins, auront toujours des revendications, ça c'est clair. On aura beau tout leur donner, il y aura toujours des revendications qui tiennent en fait compte de l'évolution des choses, de l'évolution normale du coût de la vie, etc. Mais il ne faut pas dire, nous, à notre niveau, qu'en 2013 et aujourd'hui, rien n'a été fait. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Oui, vous avez dit que ce sont les mêmes problèmes que nous retrouvons aujourd'hui. Oui, mais quand... Exactement. Parce qu'il y a quand même eu, pour que la crise en 2013 puisse s'arrêter, il y a quand même eu des concessions qui ont été faites. Aujourd'hui, j'appelle, comme vous, comme tout le monde, à ce que des solutions pérennes soient trouvées à cette crise. Mais je ne veux pas pour autant victimiser et les syndicats qui appellent à la grève et le gouvernement. Je veux juste dire aux deux acteurs de s'entendre pour que nous, nos enfants, puissent aller à l'école tranquillement. Parce que si aujourd'hui, on conforte dans nos propos les syndicats, parce que c'est ça, si dans les médias on les conforte, ils ont raison, ils vont poursuivre les mots d'ordre avec les violences qu'il y a, mais ce ne sont pas forcément les têtes des enfants des ministres qui seront caillassés. Ça, il faut quand même qu'on ait à l'esprit. Et je dis encore une fois qu'il faut que le gouvernement prenne vraiment ce problème à bras le corps et surtout puisse nous dire à nous le peuple ce qui est fait. Parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose dans une cuisine cachée, il faut quand même, parce que c'est pour nous qu'on prend cette disposition. Je sais que des consignes ont été données pour que des solutions soient trouvées avant la rentrée de janvier et que les principaux ministres sont sur le terrain, en tout cas essaient de trouver. Vous avez vu hier, le ton du ministre Bahara a commencé par fléchir un peu. C'est bon signe. C'est bon signe. Donc attendons quand même de voir, nous ne serons pas déjà défaitistes. Encourageons les deux parties à se retrouver pour justement trouver des solutions pour nos enfants. Ce que j'aimerais dire avant, je n'ai pas dit que depuis 2013 rien n'a été fait. Mais moi je constate que l'essentiel des problèmes sont là. C'est-à-dire que par exemple depuis 2013, le problème de prime de rentrée, il y a eu une solution, l'intégration des enseignants volontaires, enfin les auxiliaires, il y a eu une évolution sur ce sujet. Et je n'ai pas dit que le gouvernement n'a rien fait. Moi ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Que ce statut, voilà, que ce statut particulier des enseignants soit voté pour que pour une fois là, les indemnités, les primes, tout ce qu'on voilà, que tout soit mis dans le statut. Pourquoi est-ce que ce statut ou ces primes ne sont pas tarde à être voté. Voilà. Nous avons su le dossier très près, peut-être que comme le sujet est toujours d'actualité, on y reviendra la semaine prochaine dans l'une des émissions, on verra. On va parler de la nécessité de faire des comptes dans ce pays. Il y a un mouvement qui est né depuis 2 semaines qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et partout dans le pays. Ça se passe même à l'étranger, les journaux étrangers en parlent, les médias étrangers en parlent. Aujourd'hui, c'est le mouvement Faisons les comptes. Faisons les comptes a commencé avec les comptes de la CAN 2013. Aujourd'hui, ça a d'autres ramifications. Ça tend même vers la route Lomé, Vaughan, Enfoin. Les gens demandent que les comptes soient faits. Parce que cette route avait été financée à hauteur de 26 milliards. On a vu cette semaine, le Premier ministre Klasso était sur le chantier avec le ministre Nissan Niafam et les autres pour encore déclencher officiellement un autre démarrage de travaux avec les Chinois qui ont eu 30 milliards de francs CFA. Et du coup, le Togo demande où sont passés les 26 milliards préalablement attribués à cette route-là, dont les gens demandent de faire les comptes divisés à son bar. Junior, c'est là tout le problème qu'on a. Le gouvernement ne communique sur rien. Souvenez-vous, depuis que cette histoire de SECO a commencé et que les journaux ont commencé à dire qu'il y avait détournement d'argent, il y avait retro-commission, les journaux ont sorti quand même pas mal de problèmes, que la route avait des soucis à être exécutée. Mais on nous a dit que tout était normal, que tout se déroulait comme sur de bonnes roulettes et que en décembre de cette année, on est en fin décembre pratiquement, qu'on devrait avoir la route toute faite. Et on arrive en décembre, à quoi est-ce qu'on assiste? On assiste maintenant à un relancement total des travaux. Mais quand même. Avec d'autres financements. Oui, c'est-à-dire que ce qui a choqué plus d'un dans le papier qu'on a eu à suivre, notamment avec la visite du PM, c'est qu'on nous dit qu'il y a un préfinancement de la Chine, 30 milliards de francs CFA. Alors que la route devrait coûter normalement 36 milliards. Donc on a décaissé 26 milliards à SECO. SECO a pris 26 milliards. Il restait 10 milliards pour finir la route. On n'a même rien fait sur la route. La route n'a même pas atteint 15% dans sa réalisation. Et aujourd'hui, c'est un autre prêt, une autre dette, un autre endettement pour le Togo, pour le peuple togolais, pour mes frères dans le village, pour moi, pour mes enfants. Une autre dette de 30 milliards auprès de la Chine pour reprendre les travaux sur la route. Mais quand même,
il faut que le gouvernement... Sur 2 ans. Sur 2 ans, oui. 2 ans. C'est parti en 2018 pour voir pour les boutiques qui ont été fermées. Moi, par exemple, imagine, je ne veux pas dire, mais je connais plein d'amis qui ont des boutiques sur la route. Mais des bars aussi. Depuis que les travaux ont commencé, depuis 2 ans, tout ça a été fermé et ils ne peuvent plus ouvrir. Et il faut attendre 4 ans pour ouvrir un commerce. Alors qu'on est dans un pays comme ça, avec la pauvreté ambiante, tout ça. Il faut que le gouvernement, pour une fois, respecte ce peuple et qu'on dise clairement au peuple qu'est-ce qui a été fait, qui sont les coupables dans cette histoire de dilapidation, je dis, de 26 milliards de francs CFA, et on va nous contracter une autre dette de 30 milliards. Edmond Dameda, on a vu le calvaire de nos frères de la route Jean-Paul II, Vaughan-Enfoin va continuer encore 2 ans durant, et mieux encore, les Togolais sont encore endettés à hauteur de 30 milliards de francs CFA pour la même route. Ça nous rappelle le chantier de contournement dans les jours là où les gens ont eu des financements 2 fois de suite. Bon, je crois que vous avez quand même dit l'essentiel, mais il est très important pour moi de revenir sur en fait le rôle de certaines personnes, de certaines institutions dans le pays. Normalement, dans cette histoire, nous citoyens, nous devons nous alarmer. Nous avons nos élus aussi qui doivent quand même demander des comptes aux ministres concernés. Mais le ministre de l'Informe était à l'Assemblée devant le député a bien dit que la route sera livrée avant la fin 2017. Voilà. Et c'est arrivé à la fin 2017, le qu'on nous dit que la route a été confiée aux Chinois pour 2 ans avec d'autres financements. À partir du moment où le ministre a annoncé un calendrier devant les élus, donc devant le peuple, et que nous sommes justement arrivés à la fin décembre, et que moi je viens d'emprunter encore un bout du tronçon, et que la route n'a pas été livrée, je crois que quitte aux élus de rappeler ce ministre pour lui demander des comptes, et peut-être à ceux qui doivent prendre des sanctions, de les prendre si jamais les explications données ne sont pas convaincantes. Est-ce que nous avons une cour de comptes dans ce pays? Oui. C'est aussi justement le rôle de la cour des comptes de dire il y a eu du financement de ce tronçon, et donc de sanctionner justement les personnes qui ont été, qui ont touché indûment, parce que c'est ce qu'on appelle en droit l'indu, qui ont touché indûment cet argent. Et comme vous l'avez dit, c'est une dette quand même que vous et moi nous allons quand même payer sur plusieurs années. Donc absolument cette histoire-là, il faut quand même que nos autorités puissent d'abord communiquer pour nous expliquer pourquoi est-ce que cette route n'a pas été livrée à temps. Parce que moi je pars toujours sur la régulation dans laquelle il y a toujours une raison. Il faut quand même qu'on nous la donne. Parce que nous sommes aujourd'hui en droit, nous sommes en démocratie, nous sommes en droit de réclamer des comptes, comme le font justement nos jeunes avec la campagne Faisons les comptes. Nous sommes absolument en droit de réclamer les comptes. Et moi je sais quand même que nos gouvernants ont aussi des réponses à donner. Mais qui ne nous laissent pas seuls parler. Il faut quand même qu'on nous explique pourquoi est-ce que les comptes de la CAN 2013 n'ont pas été communiqués au public. Il paraît que les comptes sont là. Pourquoi est-ce que la route Lomé-Vaughan-Enfoin, 2 ans après, on ne voit rien et qu'il y a un nouveau financement? Comment ça va se faire? Nous voulons en fait avoir des éléments, et à partir de ces éléments-là, donner aussi notre point de vue, parce que sans ces éléments, on a juste l'impression d'encenser, enfin de critiquer pour critiquer, mais nous aimerions avoir quand même des éléments pour justement critiquer. Sinon, on sera en train d'apprécier comme ça dans l'air sans avoir véritablement d'éléments pour juger, parce que j'estime qu'il y a forcément des raisons. Vous avez entendu quand même le Premier ministre lorsqu'il a fait sa descente. J'ai apprécié le ton, parce que c'est vraiment ce que nous avons envie d'entendre. Mais d'autres l'ont fait aussi par le passé, non, mais au finish, non. Ils sont dessus. Il faut voir le timing. Le Premier ministre qui, à la fin du Conseil des ministres, se rend justement sur... je pense que évidemment il a dû recevoir des consignes de très haut. Oui. Parce qu'il a quitté quand même le Conseil des ministres pour y aller. Donc j'imagine que la consigne vient donc de son supérieur, que le chef de l'État. Et d'aller maintenant dire clairement devant les médias, parce que nous avons reçu le test, de dire clairement devant les médias, de prendre l'engagement, de dire attention, cette route désormais doit être réalisée dans le chronogramme établi. Moi je suis content. Ceci étant, si 2 ans après, on a encore... en tout cas, les Chinois ne nous ont pas habitués. Mais Edmond, en temps 26 milliards ont été décaissés. Oui, alors, ça passe par perte de profit. Je dis qu'il faut que la Cour des comptes nous fasse un rapport, de nous dire comment est-ce que cet argent a été utilisé. Que les élus convoquent le ministre des Transports pour lui demander, vous êtes venu demander. Mais c'est pas du nouveau, vous savez aussi que par le passé, il y a eu des sous qui ont disparu comme ça. Depuis lors, les gens sont inquiétés. Il y a le fer, il y a le projet BIDC, il y en a plein de scandales financiers. Aujourd'hui,
il faut quand même que les institutions que nous avons dans notre démocratie puissent jouer leur rôle. Parce que moi, je ne peux pas aller interpeller une femme, aller interpeller ses copains pour dire, bon, faites-moi les comptes. Mais nos parlementaires ont quand même ce pouvoir-là. La Cour des comptes a ce pouvoir-là. Il faut que ces institutions, ces leviers que nous avons et que nous payons avec nos impôts puissent quand même nous représenter dignement. Donc, la Cour des comptes, en ce qui la concerne, nous faire les comptes. Nos élus, en ce qui les concerne, interpellent encore ces ministres et leur disent, mais où sont passés les 26 milliards? C'est ce que nous attendons, sinon nous allons parler, comme ça a été fait lors des événements passés que vous avez bien fait de rappeler. On a parlé. Le chien aboie, la caravane passe. Aujourd'hui, il faut que ces institutions nous montrent qu'ils ne sont pas là juste pour toucher les salaires, les pédiums à la fin du mois. Il faut qu'ils interpellent les intéressés pour nous donner les réponses qu'il faut. Alors, le chef de l'État, est-ce qu'il doit frapper? Parce que de par le passé, on a vu dans ce pays, il y a eu la commission anticorruption, les gens ont été frappés, les gens ont été obligés à payer, on a vu, le 22, les gens, on va rappeler ici. Alors, le chef de l'État lui-même ne doit pas frapper, ça veut dire, écoutez, où sont passés les sous? Vous, si vous avez dépensé, remboursé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas que le patron dit, bon, c'est bon, maintenant l'impunité c'est fini dans ce pays? Et c'est ce que moi aussi je pense, hein, Junior. Il faut qu'à un moment donné, qu'on entende une voix de chef, un patron qui s'impose et qui fixe clairement les règles du jeu. C'est-à-dire que depuis que cette affaire a commencé, on n'a pas entendu le chef de l'État sur le sujet. Alors que c'est le chef de l'État qui ordonne. C'est le chef de tous les Togolais aujourd'hui. Mais ceux qui habitent après Kégué, ce ne sont pas des Togolais, ils ont droit d'entendre la voix du chef pour avoir des explications sur ce qui se passe. On est en fin d'année, le chef de l'État va parler probablement le 31 décembre. Je lui suggère de parler de ces sujets, notamment des crimes économiques, de la corruption, des rétrocommissions, de tout ce qu'il y a, la commission, les crimes économiques en général, de parler dans son discours de ces sujets pour rassurer son peuple, notamment sur cette affaire. Rapidement. Oui, en fait, j'aimerais, comme Didier, entendre souvent notre président de la République 2 fois par an. C'est vrai que c'est peu. Il le fait le 31 décembre et le 26 avril. Voilà, donc 2 fois par an, c'est vrai que c'est peu. Mais ce que j'aimerais dire, et ça, il faut faire très attention, c'est que autant dans la sous-région ou un peu partout un peu ailleurs dans le monde, on a des chefs d'État qui ont l'habitude de beaucoup parler. On a vu Boni au Bénin à côté. On voit Mahamat qui aussi a l'habitude de beaucoup parler. Enfin, chaque homme politique avec son style. Vous voyez, moi, je ne suis pas en train de jouer l'avocat du diable. C'est vrai, nous avons, et je l'ai dit avant de commencer mon propos, que nous avons, moi j'ai envie de l'entendre un peu plus souvent. En gros, je sais que lorsqu'il parle, c'est pour dire des choses concrètes. Donc, nous avons un chef d'État qui a un style quand même particulier, qui fait quand même que lorsqu'il parle, ça rapporte plus que ceux qui parlent ont l'habitude de parler régulièrement. Mais c'est vrai, comme vous l'avez suggéré, que pas sur seulement cette histoire de route, mais sur beaucoup d'autres points, décentralisation, élection locale, les réformes, tout ce que vous voulez. C'est vrai que nous, journalistes, nous aimerions aussi nous retrouver en fin d'année face au chef de l'État pour une conférence de presse où il va parler, vous allez poser des questions, il va répondre à un certain nombre de questions. C'est vrai que nous aimerions, ça peut être quand même un exercice intéressant. Nous aimerions bien le faire, mais il faut quand même qu'on puisse aussi garder à l'esprit que c'est un chef d'État qui a son style à lui, qui, lui réussit quand même depuis 11 ans déjà. Mais évidemment, nous souhaiterions quand même l'entendre un peu plus. Mais attention, il ne faut pas non plus cochardiser la fonction. Le chef d'État ne va pas se lever et puis parce qu'il y a tel scandale quelque part, il parle. S'il doit le faire, on risque de l'entendre. On le voit sur les médias étrangers. Et Roland cherche sur le rattrapage, il passe au micro. Il est interrogé. Obama, c'est pareil. Sur les sujets les plus. Tout ce qui concerne l'État, il parle, il s'exprime. Dès qu'on lui donne le micro, il s'exprime. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est vrai que nous aimerions l'entendre un peu plus, mais chaque homme dépasse son style donné, quoi. Oui, mais dire que, en voulant parler tout le temps, il va se clochardiser, c'est ça. J'ai dit qu'il faut absolument qu'il nous parle plus, mais en même temps, il n'a pas besoin de s'expliquer sur tous les sujets, c'est-à-dire sur tous les sujets qui concernent l'État, il est en droit de s'exprimer dessus, comme on le voit ailleurs. Et c'est pour ça que je dis, comme on le fait en début d'année par exemple, il y a une grande conférence de presse où les journalistes sont invités, et là, en tout cas peut-être 2 fois par an, il le fait.
lors de cette conférence de presse, on aborde tous les sujets en 1h30, 2h, oui. Bon, malheureusement, le temps nous fait défaut. Pour finir sur ce sujet, pour que le chef de l'État n'ait pas à parler tout le temps sur tous les sujets, il y a quand même quelque chose de prévu dans la Constitution, le discours de l'État de la Nation, qu'il fasse un discours, voilà, devant le Parlement, que le chef de l'État... Il y a eu notre talent fait hier. Voilà, le chef de l'État togolais en a fait une fois, je crois, mais il faut qu'il nous habitue au moins à ça, parce que on saura que s'il y a un problème au cours de l'année, il dira ça devant le Parlement en fin d'année, et on attendra ce qu'il dira. Mais s'il ne parle pas du tout, il ne fait même pas le discours sur l'état de la nation, et qu'il faut juste souhaiter les vœux de fin d'année et parler le 26 avril, je crois que c'est insuffisant, et on continuera d'en parler. Merci Didier Sogba, je rappelle qu'il est le directeur du site togo-news.info. Merci Edmond Almeida à la pause, derrière la pause notre invité, un confrère journaliste également. Augustin Kofi Amégan, il est le patron, le responsable de la communication de la FTF. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio à notre invité, Augustin Kofi Amégan, le patron de la communication de la FT. Bonjour, monsieur Amégan. Bonjour, Junior, bonjour. Alors, je dis, on vous reçoit notre invité. Hein. Alors, on va parler rapidement des éperviers de l'équipe nationale du Togo. On s'apprête à aller à la CAN au Gabon, CAN Total 2017. Et le coach, lundi dernier, a rencontré la presse pour nous annoncer une liste de 25 qui est sortie finalement mercredi. Et la pré-liste est sortie. Bon, on a ceux qui sont convaincus depuis ces derniers temps, ils sont là. Pratiquement, ils sont tous là. Il y a rapidement la liste que j'ai sous la main. Je vais vous présenter la liste pour rappel. Les gardiens sont Agassa Kossi, Messan Cédric Thiagouri Baba, défenseur Akako Serge, Bossou Vincent, Jen Dakonam, Douadi Joseph. Il a été convoqué la première fois, je me rappelle bien. Il a été convoqué, mais il n'est jamais venu. Il a été convoqué une première fois, il a eu un pépin, il n'était pas venu, c'est la seconde fois. Donc, Douadi Joseph, Koulou Maglibe, Mama Gafar, Ouro Akoriko Sadat, Ouro Sama Hakim, Atakora Lalaoule, Achou Franco, Floyd Haïté, Bebou Ilas, Boukari Razak, Dosevi Mathieu, Enifoun Henriche, Nouafou Victor, c'est un nouveau. C'est Noukafou Victor, c'est un nouveau aussi. Il joue à l'entente de deuxième division togolaise. La pression de taille. Romao Alexis, Segbe Fia Prince. Comme attaquant, nous avons Adebayor, Emmanuel Chei, Agbeyanda Komla, Gakwe Serge et Lava Kodio Fodo. Alors, les rumeurs avaient d'abord annoncé que Sey Kakou ne serait pas sélectionné. Finalement, il fait partie de la liste des 25. On peut savoir sur lesquels critères le coach s'est basé pour sortir cette pré-liste de 25 joueurs pour la CAN. Merci pour l'occasion. Pour sortir cette liste, le coach s'est basé sur les performances des joueurs depuis qu'il est arrivé et également leurs performances en club. C'est aussi l'addition de profils de joueurs, de profils complémentaires de joueurs, et fondé sur la base d'une philosophie de jeu. Dans la balance pour faire les choix. Et il y a également un dernier choix qui est non moins important pour Claude Leroy, c'est l'état d'esprit des joueurs, parce que c'est important pour faire une CAN, c'est une aventure d'environ un mois. Il faut faire attention à mettre en place un groupe où les gens acceptent de vivre ensemble, qu'il n'y ait pas trop de problèmes, que des problèmes extrasportifs ne viennent pas polluer l'atmosphère. Donc c'est tout ça qui a été mis dans la balance. Et de toute façon, nous sommes un pays où, vous vous rappelez, il y a quasiment 4 ans, on n'a joué qu'une seule saison. Il n'y a pas de championnat de jeunes. Donc, c'est pas sorcier, quoi. On n'a pas 1000 joueurs qui sont sélectionnables, qui peuvent jouer au plus haut niveau. Donc, on a fait avec ce que nous avons. Alors, il y a ces derniers temps la Fédé qui a approché certains joueurs, certains binationaux, pour venir renforcer l'équipe. Notamment, Lapa qui a eu finalement ses papiers.
mais bizarrement, on l'a pas vu sur la liste. Et là, on attend les explications officielles. Malheureusement, Peniel ne l'a pas cédé à la pression des dirigeants de son club. Dans un premier temps, le club de Bochum a écrit à la Fédération togolaise de football pour nous adresser un document signé par Peniel disant qu'il renonçait à sa participation à la CAN parce que son club est en difficulté et qu'il voulait se consacrer à son club. Le président de la fédération a demandé que le secrétariat général réponde au club de Bochum en se basant sur les règlements de la FIFA qui font obligation aux joueurs d'être à la disposition de sa sélection nationale et que les ententes éventuelles entre le joueur et le club ne seraient primées sur les règlements de la FIFA. Ce que nous avons fait, le club n'a pas répondu en retour, mais de sources proches de la famille de Peniel, on savait que le club mettait beaucoup de pression sur le joueur et finalement le coach a attendu pendant longtemps, Peniel lui-même hésitait et le coach a décidé dans ces conditions-là de ne pas le prendre. Mais on a vu ce même cas existe avec d'autres pays et à la fin c'est toujours les sélections, la fédération qui a raison. Pourquoi le Togo n'a pas poussé loin, ou bien le joueur même ne voulait pas, même dans ce cas aussi le Togo préfère venir, puisque la FIFA nous autorise. Oui, les règlements de la FIFA sont en notre faveur dans ce cas. Mais quand vous avez un joueur qui n'est pas décidé à venir, c'est pas la peine de forcer. Puisque déjà, s'il est animé par un conflit interne, il est partagé entre la sélection et son club pour aller à une aventure comme la CAN, il vaut mieux prendre les joueurs qui sont vraiment prêts et dont on est sûr qu'ils vont s'investir à 100%. Alors on sait aussi que l'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs joueurs du moment. Mais sur cette liste de 25, selon ce que les observateurs disent, on n'a pas forcément les 25 du moment pour le Togo, puisqu'il y a des 5 clubs qui sont sélectionnés. C'est qui les observateurs? Moi j'ai là un entraîneur, un des meilleurs au monde, qui a formé des entraîneurs qui sont des meilleurs au monde, cite Hervé Renard en passant, qui est à sa 9e CAN, qui a gagné des trophées, que ce soit sur le continent africain, en Asie et ailleurs. À partir de ce moment, je fais confiance à son expertise. Maintenant, tout le monde a sa sensibilité en tant que joueur ou en tant que sportif. Je suppose que nous avons tous joué au football. On aime la façon de jouer d'un autre plutôt qu'un autre. Vous avez des entraîneurs qui font des choix défensifs et donc qui choisissent les meilleurs qui ont le profil qui rentre dans leur philosophie de jeu. Vous en avez comme Claude qui préfère un football total, très offensif, qui est basé sur les attaques sur les côtés. Donc quand vous avez ça, vous faites forcément un choix en tenant compte de ces profils de joueurs. Vous avez besoin de moins de milieux de terrain axiaux par exemple que de milieux de terrain qui passent dans les couloirs. Donc c'est tout ça qu'on met dans la balance quand on dit les meilleurs, oui, mais il faut toujours ajouter les meilleurs qui ont un profil complémentaire et qui entrent dans la philosophie de jeu de l'entraîneur. La liste est maintenant connue. Quel va être maintenant le chronogramme de la pratique des éperviers jusqu'à la CAN aujourd'hui prochain? Oui, à partir du 1er janvier, les éperviers seront à Saly au Sénégal, où on va s'entraîner jusqu'au 11. On va probablement faire un match amical le 10 à Dakar et l'équipe reviendra le 12 pour repartir le 13. Là aussi, sur le choix du Sénégal, il y a beaucoup de... Oui, les sages, les confrères disent que ce n'est pas le meilleur pays qu'il faut choisir, puisqu'il faut choisir un pays qui a le même climat que le Gabon. C'est selon les dires des confrères. Oui, mais je cite par exemple des équipes qui sont qualifiées à Cannes et une qui sera en mise au vert à Marrakech, par exemple. Alors, quand le coach, il explique en disant que pour aller faire une compétition dans un climat tempéré, il vaut mieux, dans un climat chaud, il vaut mieux s'entraîner dans un climat tempéré pour permettre au corps de régénérer et être prêt à faire des efforts dans un climat. Parce que quand vous vous entraînez déjà dans un climat chaud, vous perdez en calories et peut-être que ça peut agir sur les conditions physiques des joueurs. Saly, c'est une cité balnéaire où il ne fait pas trop chaud. Donc, c'est pas la première fois qu'il va en mise au vert à Saly. Il était à Saly également avec le Congo pour aller jouer en Guinée équatoriale.
Est-ce qu'aujourd'hui, tout est du côté des éperviers, en tout cas de la fédération des éperviers, pour quand même faire une bonne compétition? Disons que sur le plan de la mise en place du programme, la conception du programme, tout est prêt. Maintenant, vous savez qu'on vient à peine de mettre en place les commissions qui vont donc organiser cette participation. Les commissions sont déjà à l'œuvre, les réunions se multiplient. Je pense qu'on sera prêt du côté de l'organisation. Maintenant, si vous voulez parler de l'effectif des joueurs, je crois que au niveau de mental, tous les joueurs se sentent concernés. Il n'y a pas de jour où on ne reçoit pas d'appel ou de message des joueurs disant c'est comment ça se passe, quelle est la mobilisation au pays. Les joueurs sont très, très concernés. Maintenant, nous sommes à 3 semaines de la compétition. Le Maroc vient de perdre son meilleur joueur il y a 2 jours, Belanda. Donc on ne sait pas ce qui va arriver d'ici le 16 janvier. Mais on prie que tous nos joueurs soient là. Ceux qui sont déjà de retour, s'entraînent, font des séances spécifiques avec le staff technique tous les matins pour qu'au moins au niveau de la condition physique, on soit vraiment prêt. Et comme le coach l'a dit, à Sali, ça va beaucoup souffrir. Et il faut que tout le monde soit prêt à faire des efforts. Il n'y aura pas de cadeau. Et il faut que tous les joueurs soient prêts à faire des efforts pour être physiquement prêts. Puisque au niveau, que ce soit individuel, au niveau collectif, les autres sont devant nous. Donc nous, on doit être prêts physiquement pour que peut-être sur le plan physique, on ait un avantage par rapport aux autres équipes. Augustin, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème autour de, pas autour de la sélection, mais autour de l'organisation de la sélection, notamment avec les comptes de la CAN 2013 qui n'ont pas été faits, autant pour moi, avec une nouvelle commission de mobilisation de fonds qui vient d'être créée. Dites-moi, est-ce qu'au-delà de ce que fait le gouvernement, la FTF a mis en place des conditions, a pris des dispositions pour qu'on n'assiste pas au scandale qu'il y a eu en Afrique du Sud en 2013? Vous savez, c'est l'État qui pourvoit en moyen une sélection pour une participation en compétition, notamment les phases finales continentales. Donc la FTF n'a pas de discussion particulière à prendre. Nous sommes tous désolés du fait que les comptes de 2013 à ce jour n'aient pas été rendus publics. Mais je crois que les autorités prennent toutes les mesures pour que nous n'ayons pas besoin de... je sais pas, qu'on ne soit pas en manque de moyens pour cette participation. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un fait à déplorer le fait que depuis 2013 à ce jour, les comptes n'aient pas été présentés. Mais maintenant, il faut se concentrer sur la participation à cette CAN de 2017 et peut-être après la CAN, continuer par demander la reddition des comptes de 2013. Voilà, sur ce sujet toujours, on sait comment le Togolais aime sa sélection, en fait, les éperviers, malgré le fait que les comptes n'aient pas été faits. Si vous avez au niveau de la fédération un mot à dire à la population togolaise qui, bon, on ne sait pas comment est-ce que les comptes seront mobilisés cette fois-ci parce qu'on ne nous a pas décrit le mécanisme, qu'est-ce que la fédération aura à dire à la population togolaise pour quand même l'inviter à aider les éperviers? L'appel que nous lançons à la population, c'est à travers les actes que le comité dirigé par le colonel Akpovi pose. Nous faisons le maximum d'efforts pour montrer qu'on peut gérer une fédération dans la transparence et prendre les décisions les meilleures pour le football togolais. Et nous faisons tout, et je puis dire qu'à ce jour, nous avons encore la confiance du peuple togolais. C'est à ce titre d'ailleurs que nous nous permettons de lancer un appel à tous les Togolais, qu'on fasse l'effort de surmonter ce phénomène de la non-présentation des comptes de 2013 pour nous concentrer sur 2016, quitte à ce qu'après la CAN, nous puissions continuer par demander qu'on nous présente les comptes de 2013. Donc c'est un appel que la Fédération togolaise lance parce que il ne revient pas à la Fédération togolaise de présenter les comptes. Les comités qui ont géré les fonds ont été mis en place par décret présidentiel. Il revient au chef de l'État lui seul d'ordonner la publication des comptes. À partir de ce moment, la Fédération ne peut que
solliciter la clémence des Togolais. Une dernière question, est-ce que l'ambition c'est toujours de mieux faire qu'en 2013, c'est-à-dire faire mieux qu'un quart de finale à la CAN? Nous ne proclamons aucune ambition pour cette CAN. Vous savez, nous venons de très loin. Il n'y a pas très longtemps, les équipes venaient nous battre ici, et en aller comme retour, se balader. Nous sommes en train de mettre en place un projet pour 2019 où nous pouvons affirmer des ambitions. Mais nous estimons que nous avons un potentiel de qualité et si nous nous préparons bien et que tout se passe bien, nous sommes capables d'aller le plus loin possible. Ce qui est évident qu'on peut affirmer, c'est que nous n'irons pas à la CAN pour nous amuser. C'est les joueurs qui ne se sentiront pas vraiment concernés. Prêts à faire des efforts, ils peuvent déjà rester chez eux. Nous allons défendre crânement nos chances et les couleurs du Togo. Mais nous sommes conscients que nous sommes dans une poule où les autres équipes en valeur qualitative aujourd'hui sont devant nous. Ça, c'est la vérité sur les papiers. Maintenant, sur le terrain, tous les jours, des matchs, nous allons nous battre pour faire le meilleur des résultats possibles. Vous venez de le dire, sur le papier, le Togo, l'équipe du Togo part très diminuée, vu même qu'il y a des joueurs qui sont blessés, Majid de Séville, le défenseur qui joue au niveau des Arabes. Mathieu de Séville a repris, Ouro Akoriko Sadat également a repris, Fodolaba également. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu justes pour la compétition? C'est pas un peu juste leur forme? Oui, on peut estimer que ça va être un peu juste, mais justement c'est tout le bien que va leur procurer le stage à Sali, où il va falloir vraiment faire des efforts et faire évaluer les uns les autres, savoir qui sont ceux qui sont vraiment prêts pour le premier jour le 16. Et puis n'oublions pas, le travail va continuer au Gabon durant la compétition pour que le groupe soit. De toute façon, aujourd'hui, l'État togolais a mis à notre disposition tous les moyens. Nous avons un staff médical assez compétent, nous avons le matériel nécessaire. Si je vous disais dans quelles conditions Fodolaba a joué le match contre le Mozambique et a même marqué un but, vous ne croirez pas. Ça a été un travail médical par lequel on a pu le récupérer. Et donc nous estimons que quand le staff va se réunir et que le staff médical va se mettre au travail, ça pourra aller. Nous n'allons quand même pas vous laisser partir sans évoquer l'emblématique cas, pour ne pas dire le cas de l'emblématique Adebayor. Je pense que le mercato hivernal s'ouvre dans quelques jours. Est-ce que vous, au niveau de la fédération, vous avez quand même des informations sur son cas? Non, Adebayor est un joueur libre depuis à plusieurs propositions. Même parfois des propositions mirobolantes. Je parlerai même de Pont d'Or, notamment une proposition qu'il a eue sur l'Inde, qu'il a rejetée parce qu'il continue par croire qu'il a les capacités pour jouer dans un championnat compétitif. Ce qui l'intéresse, c'est pas seulement de gagner de l'argent, sinon il aurait pu accepter des propositions sur les États-Unis ou notamment le cas de l'Inde. C'est vrai que le coach avait souhaité à tout prix qu'il s'engage dans un club pour qu'il ait les compétitions dans les jambes, mais là, il y a une séance spécifique qui est mise en place pour lui depuis le démarrage du tournoi de l'UEMOA. Tous les matins, il s'entraîne et on voit bien que de plus en plus, et il se sent de mieux en mieux. Nous espérons que avec le stage de Sali, on va pouvoir mettre en place, parce que depuis que Claude Leroy est venu en réalité, on n'a jamais disposé de suffisamment de temps pour mettre en place les fonciers par rapport à lui, à sa façon de voir le football, à sa façon de jouer. Maintenant, à Sali, on aura tout le temps pour travailler véritablement sur le plan tactique et le plan technique, et nous espérons que là, Adebayor va pouvoir s'intégrer dans le groupe et qu'il va faire une bonne CAN. Et donc, c'est mieux pour lui de faire une bonne CAN et donc d'aspirer, comme il aspire à jouer un bon club dans un championnat UP compétitif, que ce ne soit pas seulement l'argent comme dans le G5 n'aménage pas un peu ses chances d'être enrôlé à ce mercato hivernal? Non, pourquoi? S'il fait une bonne CAN, il y aura plein de clubs qui seront sur lui. Vous savez, la CAN, c'est pour janvier là ou pour Non, mais à partir du moment où vous êtes libre, vous n'êtes pas enfermé dans les délais du mercato. Adebayor est un joueur libre et donc il peut s'engager à tout moment. Alors je reviens sur la liste des 25, j'écoute ceux qui nous suivent, ceux qui nous écrivent également. Ils disent il y a un nouveau joueur qui s'appelle Mukafou qui joue en attente 2. Il n'a jamais été convoqué par le passé. Et c'est à moins d'un mois de la CAN qu'on le convoque, qu'on le découvre, qu'on le met dans la liste, de la pré-liste des 25, les 25 crèmes du Togo.
Alors que les gens trouvent qu'on aurait pu prendre le jeune Donou qui a toujours joué, qui a toujours satisfait, qui joue encore au Nigeria, et se demande pourquoi prendre un novice, un jeune qu'on met dans les loups, au sein des loups. Oui, bon, vous savez, il y a parfois certaines comparaisons qui ne tiennent pas en football. Vous ne pouvez pas comparer Donou et Victor. Les deux ne jouent pas au même poste, les deux ne jouent pas dans le même registre. Donc, c'est pas la question. Comme je vous ai dit tantôt, Claude Leroy, c'est un entraîneur qui aime faire passer ses actions offensives par les couloirs. Et il a découvert un jeune, Victor Noukafou, qui a des qualités de dribble et de percussion sur les côtés. C'est pas la même chose. Donou est un joueur défensif, Victor est un joueur offensif. On ne peut pas opposer Donou à Victor. Maintenant, comme il le dit également, dans une CAN, vous avez à peu près dans le groupe, un groupe de 17 à 18 sur lesquels vous misez. Le reste, vous complétez avec des jeunes qui vont apprendre, et dans le cadre du projet que vous mettez en place. J'ai l'impression que les gens ont un peu du mal à se mettre dans une perspective de projet. On s'enferme dans une dictature de résultats tout de suite. Non, il faut qu'on accepte à un moment donné de travailler sur un court terme. Le court terme qui est défini, c'est 2019, c'est sur la base de ce court terme-là que Claude Leroy est choisi, et donc toute la planification qui se met en place en fonction de ce terme-là. Il y aura 2 joueurs qui seront éliminés avant la CAN. Malheureusement, il n'y aura pas un match, de matchs amicaux de haut niveau comme on a eu le voir avec le Maroc, les Comores et les autres. Est-ce que ce stage peut permettre au coach Leroy de découvrir les nouveaux qu'il a convaincus comme Douadji et de Noukafou dont parler? Noukafou, c'est pas Sali que Claude Leroy va découvrir. Noukafou a joué le tournoi de l'UEMOA, il a vu, il participe aux séances spécifiques qui sont mises en place pour Adebayor, autant que Lala Olé, Ouro Akoriko Sadat. Donc, on a quelques indications déjà sur la forme physique du joueur. Sa forme technique également est connue. Maintenant, sur le stade de Sali, c'est au niveau de la discipline tactique que le joueur va être certainement évalué. Maintenant, s'il n'y a pas dans son registre quelqu'un d'autre mieux que lui, le choix revient à l'entraîneur. De toutes les façons, je ne pense pas que Claude Leroy soit quelqu'un de complaisant. D'ailleurs, il est dit tout le temps aux joueurs, quand vous pensez faire du cadeau à un de vos joueurs, ce n'est pas au joueur que vous faites du cadeau, c'est à l'adversaire, c'est à l'entraîneur adverse. Donc il faut toujours prendre ce que vous estimez être les plus adaptés pour une situation. Maintenant, on est tous des humains. Claude Leroy, lui également, peut se tromper. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'heures le staff pense à réfléchir, à visionner les matchs des autres sélections, à voir quel est le plan le meilleur à mettre en place pour contrer les adversaires. Et quand on travaille comme ça, il n'y a pas de temps pour la complaisance. Alors, en parlant d'autre chose, c'est toujours le conseil de l'équipe nationale, mais les supporters. Les supporters, chaque participation du Togo à la CAN, il y a eu toujours beaucoup de supporters. Parce que je dis, on a, je crois, 3-4 groupes de supporters. Et pour faire la désignation du groupe qui va aller soutenir les éperviers, ça a toujours posé problème. Alors, pourquoi au Togo, on ne forme pas tous ces groupes-là dans une fédération, dans une union des supporters, comme on le voit au Ghana, au Nigeria ailleurs, et que c'est toujours des petits groupes, et pour faire des choix, c'est compliqué. Alors, que faites-vous au niveau de la fédération pour que, une fois nous ayons un groupe de supporters unique, tous unis, tous derrière les éperviers du Togo? Ben, c'est ce qui est souhaitable, ce n'est pas seulement au niveau des supporters. Vous prenez les partis politiques, les associations, les médias. Au Togo, chacun préfère être leader de son petit truc plutôt que d'être noyé dans un grand ensemble efficace. Donc ça, c'est un problème togolais. Et puis, rappelez-vous, le bureau actuel de la fédération a pris les fonctions en mars 2016 dans les conditions que vous savez. On ne peut pas régler tout à la fois. C'est vrai qu'on a fait des performances qui ont fait oublier ce passé. Tout le monde veut voir tout rouler en même temps comme si c'est pas magie, non? Les questions vont être réglées une à une. Mais pour ce qui concerne la participation des supporters à la phase finale de la CAN, c'est les comités qui ont été mis en place qui vont plancher sur cette question. Ce n'est pas exclusivement à la fédération que cela revient, mais nous allons progressivement continuer par travailler comme on l'a fait en assainissant l'environnement
des éperviers, malgré tout ce que cela suscite comme inimitié ou expression d'adversité, nous maintenons le cap. Nous allons continuer sur d'autres sentiers où nous pensons qu'il y a des réformes chirurgicales à faire pour qu'on ait plus de chances pour pratiquer le football dans un environnement le plus simple possible. Je rebondis justement sur votre réponse pour vous dire, à Covid, bientôt 1 an, c'est peut-être déjà l'heure d'un premier bilan. Qu'est-ce qu'il faut dire sur cette première année passée à la tête de cette fédération qu'on connaît tous au Togo? Nous laissons le bilan aux observateurs. Nous n'allons pas danser nous-mêmes et nous apprécier, mais au retour de la CAN, le moment venu, nous présenterons le bilan de ce que ce comité a fait, le comité exécutif a fait pendant les 12 mois. Et puis, bon, bien sûr, vous aurez, la liberté de commenter comme d'habitude. Je reviens aux éperviers, M. Lucien Mégan. Alors, on avait eu, de par le passé, un petit souci avec l'équipementier, c'est maintenant réglé avec Macron, on a un contrat avec Macron. Alors, mais selon les confrères, les observateurs qui ont suivi le dernier tournoi de l'UMOA, ils ont dit que les maillots que les nôtres ont portés, les équipements, surtout le maillot que Macron livrait à l'équipe locale étaient de qualité douteuse parce qu'on voyait les inscriptions qui se décollaient derrière et autres là. Est-ce que vous nous rassurez qu'on aura des maillots de qualité pour la CAN au Gabon? C'est la taille du dossard qui fait parler d'équipement de qualité douteuse, je ne comprends pas. Et on disait que le staff qui au banc était en noir, qui n'était pas bien, on le croyait en deuil. C'est pas moi qui le dis, j'ai écouté, j'ai lu dans la presse partout. Tout ce que vous dites là, même le choix de couleurs, ça ne fait pas conclure que le matériel est de qualité douteuse. On peut avoir des observations sur le choix de couleurs, sur la taille des dossards, c'est normal. Il y a des dossards qui s'enlevaient. Quand les joueurs couvraient les dossards, ça s'enlevait d'eux-mêmes. Moi, j'en ai pas vu. Moi, j'en ai pas vu, mais même avec l'ancien équipementier, enfin, celui qui nous habillait aussi, ça arrive parfois. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ça est régi par une réglementation en phase finale. Donc, le fournisseur est tenu de respecter les règlements de la CAF en matière de, que ce soit la taille de truc, la taille de la marque. C'est vrai que même avec ceux qu'on travaillait avant, c'était pas évident. Et parfois, c'est pas à mesure de clémence que les commissaires de match nous ont laissé faire certains matchs. Parce que c'était pas toujours respecté, malgré les relances de l'assistant du secrétaire général, c'était pas souvent respecté. Mais tout ça, nous allons veiller à ce que, et nous avons d'ailleurs demandé à l'équipementier de mettre en place un spécialiste en la matière en phase finale, parce qu'en phase finale, ça ne pardonne pas. Si vous avez des manquements, vous en sortez avec des amendes sur la taille de la marque, sur tout ça, tout est réglementé. Pourquoi le Togo les évalués pour le jaune vert qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde 2006 et depuis un certain temps, c'est le tout jaune qu'on porte? Et il nous faut mettre en place une charte graphique qui précise tout ça et qu'on communique aux équipementiers, à nos fournisseurs pour que cela soit respecté. Beaucoup préfèrent les couleurs qu'on a utilisées à la Coupe du Monde. Ce sont des suggestions que le bureau de la Fédération togolaise de football enregistre. Et donc à l'avenir, tant que cela se peut, je pense que cela va être respecté. Cette émission s'achève ici, M. Lucien Mégan. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication de la FTF. Le mot de fin vous revient. Moi, je voudrais une fois encore, d'abord, je remercie tous ceux qui continuent par nous soutenir et lancer un appel à ce qu'on, là il s'agit de couleur nationale, qu'on fasse en sorte que nous puissions réussir une mobilisation autour des éperviers et nous donner les chances les meilleures de faire un bon résultat au Gabon. Merci. Merci à Didier Sogba du site togobreakingnews.info. Merci à Edouard Almeida du journal Tendance et aussi du Grand Mag Afrique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Talk Talk de ce jour s'achève ainsi. Je vous souhaite à toutes et à tous joyeux Noël. On se retrouve lundi si Dieu le veut. On espère qu'on va se retrouver, que la fatigue ne va pas prendre dessous. On va se retrouver, Dieu le voudra forcément. À très bientôt. Bonne fête à vous tous. Et une précision, joyeux anniversaire à nos amis qui nous suivent, le confrère Armand Assisso du journal Fondement juridique, et aussi joyeux anniversaire à Egno, à Bernard, elle souffre aussi une bougie de plus, elle nous suit très souvent depuis les États-Unis. Bonne fête à vous tous.